moi, avoir un Beeple dans ma collection, ça m'apporte bien plus de choses en termes d'opportunités professionnelles qu'avoir, j'ai n'importe quoi, 100 000 euros en crypto, tu vois. C'est un peu mon cas aussi, tu vois. C'est-à-dire que fondamentalement, avec ce que j'ai acheté, je pourrais ne pas travailler, tu vois. Ils cherchent bien les records, ça les arrange, ça fait une bonne presse. Mais en réalité, un hôtel de vente, pour considérer qu'une vente est successful, c'est qu'ils vendent au moins 95% des lots qui sont présentés. There could be a bubble. NFT sales topping $4 billion. I got this little miniature donkey with a lit up sombrero. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Non-Fungible Tea. On est avec Brian, toujours et encore. Aujourd'hui, on va parler de toi. Donc on va pas forcément parler de drop en particulier, d'artistes en particulier, on va plutôt parler de ton parcours. Okay. Parce que tu as fait un truc qui est quand même intéressant selon nous. Tu bosses aujourd'hui dans le milieu institutionnel dans le monde des NFT. Donc c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément commun dans ce milieu-là. Non, c'est sûr. Donc peut-être dans un premier temps, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter, peut-être expliquer d'où vient ton intérêt pour l'art, comment tu es rentré dans le monde des NFT. Et après on va enchaîner un petit peu avec des petites questions sur ce que tu fais en ce moment dans la vie, comment tu es arrivé là, etc. Ça marche. Bon, bah alors très brièvement, moi je m'appelle Brian Micafico, j'ai 25 ans. Sur les NFT, je suis connu sous le nom d'Artemore. C'est un pseudo comme beaucoup de gens utilisent. Et en fait, moi j'ai commencé depuis un mois dans le milieu institutionnel, plus précisément dans une entreprise qui s'appelle Sotheby's. Sotheby's qui est un des grands hôtels de vente du marché de l'art. Si vous ne connaissez pas cette entreprise, c'est quand même dans le marché de l'art assez incontournable. Et moi j'ai commencé vraiment mon intérêt pour la collection d'art en particulier depuis tout petit, parce que je suis né en fait dans une famille de collectionneurs d'art. Et donc, enfin, tout ton entourage maintenant, toute ta famille, c'est oui. Des créateurs. C'est vrai qu'on est tous un peu artistes dans la famille, ça c'est certain. Ouais, on a tous un peu un lien avec l'industrie culturelle. J'ai des frères et sœurs qui sont dans la musique, d'autres qui sont dans la restauration, d'autres qui font des choses, du théâtre, des choses. Enfin, on a fait plein de choses là-dessus. Donc c'est vrai que j'ai pas échappé à ça. Mais bon, on n'est pas tous collectionneurs finalement. Tu vois, moi c'est un truc que j'ai chopé le virus, on va dire, de l'accumulateur. Et j'accumule plein de trucs depuis que je suis tout petit, aussi bien des timbres, des pierres, des choses qui parfois valent rien, même des ordures honnêtement. Il y a des trucs, des capsules de café que j'accumule depuis 3 ans. T'en as combien là? Je ne saurais pas les compter, c'est en mètres cubes si tu veux. J'ai au moins quelques mètres cubes de capsules en café. Et comme c'est très joli comme objet, c'est tout brillant et tout, donc tu peux faire des trucs un peu artistiques avec après derrière. Okay. Donc c'est un peu l'approche que j'avais là-dessus. Et puis moi, quand j'ai commencé à être un peu un jeune adulte, grosso modo, j'ai commencé à acheter des œuvres d'art quand je faisais des voyages en Italie, etc., en Portugal, des petites éditions d'artistes qui étaient entre, 100 et 200 euros quoi, concrètement, et des petites éditions comme ça, tu vois. Et toujours dans le but de collectionner, hein. T'as jamais eu pour envie justement de spéculer sur l'art et peut-être anticiper des reventes ou... Il faut dire que la spéculation dans l'art, c'est quelque chose qui est pas... C'est pas que c'est pas archi répandu, mais c'est que ce sont des temporalités qui sont très différentes de celles qu'on entend dans la spéculation financière, etc. Okay. C'est-à-dire que les œuvres d'art, tu les revends souvent dans le monde de l'art traditionnel après 5, 6, 7, 10 ans. Ouais. Donc c'est des spéculations qui sont des longues durées, quoi. Sûr, donc c'est pas la spéculation comme le flip qu'on entend en NFT, où on revend des trucs et littéralement 3 secondes après les avoir achetés, tu vois. Donc c'est un petit peu différent, mais c'est sûr que ça fait partie d'une forme de diversification de patrimoine, puisque de toute façon, j'ai plus d'œuvres d'art que je ne pourrais en exposer chez moi. Ouais. Donc il y a des trucs qui sont dans des tubes, etc. Donc au final, apparaître finalement des réserves de valeur dans des tubes, c'est pas vraiment... J'en profite pas au quotidien, tu vois. Donc après, je m'amuse à changer et tout, mais... Initial, quand tu les achetais, c'est surtout pour c'est parce que j'avais envie de les avoir. T'as un truc parfois où tu te retrouves devant quelque chose et tu dis, il me le faut, tu vois. Et ça peut être une paire de chaussures, comme ça peut être une œuvre d'art, tu vois. C'est vraiment au petit bonheur la chance là-dessus. Et donc moi, j'ai commencé comme ça. Et puis après, je me suis intéressé très vite, à 18 ans, quand je me demandais qu'est-ce que je voulais faire comme vocation dans la vie, à me dire en fait l'art finalement ça peut être intéressant. Ouais. Et je me suis passionné un peu de tout ce qui était les faussaires, donc les mecs qui font des fausses œuvres d'art. Okay, et très vite, quand je faisais mes recherches là-dessus, dès 2017-2016, il y avait des mecs qui parlaient de tiens, la blockchain dans l'art, c'est une solution très pratique pour éviter les problèmes de faux dans le monde de l'art, tu vois. Donc j'avais commencé comme ça et j'avais collectionné après au fur et à mesure des projets de crypto-art, et puis les années sont passées, une fois que les NFT étaient créés, j'ai commencé à acheter des NFT. Ok. Premier NFT, tu te rappelles, c'était quoi? Oui, alors le premier truc de crypto-art, c'est Kevin Abosch I Am a Coin, c'est même pas un NFT, c'est un ERC20 avec ce token même pas non fongible, token fongible, sans visuel, purement conceptuel, tu vois, donc c'est pas vraiment ce qu'on appelle un NFT. Et le premier NFT, c'était le Genesis de Beeple quand il a droppé, je crois, en mi-2020,
sur Nifty et tout. Ouais. D'accord. Est-ce que tu sais si ça intervient donc mi-2020, ok, donc il y avait quand même quelques collections à cette époque-là. Ouais. On était peut-être quelques centaines à s'intéresser aux NFT à ce moment-là. Ouais, d'accord, ok. Et tu l'as toujours? Oui, j'ai toujours. Tu Ouais. l'as toujours. Ouais. T'as pas cédé Non. à la vente? Et même si je l'ai eu pour $1 en l'occurrence. Ok. C'est parce Il n'y avait pas une histoire où tu l'avais vendu et réacheté après ou un truc comme ça? Non, c'était en fait ça m'a. Non. Alors j'ai déjà fait ça, mais même en fait pour Beeple, ça aurait été peut-être plus pratique à des moments que je le vende et que j'en réachète, dans le sens où en fait, moi j'ai toujours eu cette démarche de je garde tout, mais en fait c'est vrai que d'un point de vue purement de réflexion financière, c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus intelligent à faire, puisque il y a plein de fois où j'aurais pu le vendre au top et en fait m'en racheter littéralement 2 éditions avec le, tu vois. Donc c'est juste qu'il y a des arbitrages que tu peux faire. Moi je suis peut-être bon pour acheter, peut-être pas forcément pour savoir quand revendre, mais après j'ai une stratégie très long terme, donc je m'inquiète Ce qui pas. au final très bien, j'en parlais avec mon frère, mais il y a quand même pas mal de collectionneurs qui s'en mordent les doigts aujourd'hui, qui ont acheté des board ape, ils ont vu un x4, ils se sont dit ah bah ça y est, j'ai pris ce qu'il fallait, je le revends. Bah c'est normal, le x4 il faut le prendre à un moment, c'est pareil, tu vois. Mais... Le Beeple, je crois que le x que j'ai fait est hallucinant, c'est du x 100 000, tu vois, ça n'a aucun sens. Ça. Mais donc, en fait maintenant t'es tellement loin de ton prix de départ qu'en fait c'est peut-être limite la barrière mentale est passée en fait. Bah pour faire le lien un peu avec le sujet de la discussion d'aujourd'hui, en fait, moi, avoir un Beeple dans ma collection, ça m'apporte bien plus de choses en termes d'opportunités professionnelles qu'avoir, j'ai n'importe quoi, 100 000 euros en crypto, tu vois. Ouais. Des mecs qui ont 100 000 euros en crypto, il y en a des dizaines, de centaines, de milliers, voire des millions. Et en fait, des mecs qui ont un Beeple de cette série-là, il y en a que 100, quoi. Et en fait, ça me donne bien plus de légitimité en tant que connaisseur d'art, en tant que collectionneur, en tant qu'expert là-dedans, que d'avoir l'équivalent en crypto, tu vois. Oui. Donc c'est un peu ça aussi la logique, et moi aujourd'hui, clairement quand j'ai eu le job chez Sotheby's, on va en reparler, moi on m'a pas tellement posé de questions sur mes études, tu vois. On m'a demandé ce que j'avais fait dans la NFT, et un de mes arguments principaux pour dire, regardez, je sais de quoi je parle, c'était mon wallet. Oui. Donc mon wallet, ça a clairement été mon CV, tu vois. Le recruteur doit se dire, ok, on est c'est quelqu'un quoi. Et c'est le premier truc que je fais quand je vois des mecs qui sont des experts en NFT, spécialistes en métavers, ce que tu veux, machin. C'est quoi ton wallet, tu vois. C'est un peu voyeuriste peut-être, mais bon, ça fait partie je pense de l'identité Web3 quoi. Ouais, bien sûr. Bah, je peux faire même le parallèle avec moi. Je travaille aussi dans un milieu, il y a pas mal de développeurs. Alors, en général, le développeur, le CV, on s'en fout. On va regarder sur son GitHub ce qu'il a fait précédemment, les projets, etc. Absolument, ouais. Donc oui, c'est clairement. Ok, donc juste petit point sur Sotheby pour vous donner une image un peu de l'ampleur de l'entreprise. C'est 6,4 milliards de chiffre d'affaires en 2018. Ils ont réalisé la vente de la voiture la plus chère au monde cette année, donc une 300 SLR Mercedes, 135 millions d'euros. Un Claude Monet en 2019, 110 millions de dollars. Donc voilà, et tu me disais que c'était une boîte française. C'est une boîte qui est dirigée par un Français, mais c'est une boîte qui a été créée en Angleterre au XVIIIe siècle. Ouais. Donc ça donne un peu l'historicité de ces entreprises, parce que c'est une entreprise qui existe depuis plus de 3 siècles. Donc c'est rarissime. Je crois qu'il est maintenant basé aux États-Unis, non? Non, c'est toujours basé à Londres. Ça, ils ont leur office, je pense. Après, je sais pas trop exactement où sont déposés leurs statuts, tu vois, mais historiquement, c'est une boîte londonienne. Ouais. Ok. Et donc cette entreprise, est-ce que c'est toi qui les approches parce que tu te dis je veux me rapprocher d'un milieu institutionnel? Comment ça s'est passé en gros? En gros, ils ont posté une offre d'emploi sur LinkedIn que je n'avais pas vue, et il y a des gens qui me l'ont envoyé en me disant je pense que ce truc est fait pour toi, tu vois. Okay. Donc je regardais, je me suis dit en effet ça correspond plutôt à ça, puisque il y a peu de gens comme moi qui ont la double casquette de je connais l'art contemporain et je connais aussi le milieu du crypto-art, des NFT, de l'art digital. Ouais. Souvent c'est un peu l'un ou l'autre quoi concrètement, même s'il y a des voilà. Est-ce que tu peux nous donner juste l'intitulé du poste pour que on se mette en c'est NFT spécialiste, c'est-à-dire que moi je m'occupe de toutes les activités européennes de Sotheby's liées au développement de vente de NFT en Europe. Ok. Tu as une idée un peu du dernier drop qu'ils ont fait, de la dernière vente qu'ils ont fait chez Sotheby's de NFT? On a fait une vente à New York qui était une vente d'un collectionneur qui s'appelait Max Stealth. On a vendu des œuvres de Xcopy, Beeple, Pac notamment, Coldy, de gros artistes qui étaient des artistes notamment qui avaient collectionné en 2020, et le total de la vente, je crois que c'était aux alentours de 1,7 million d'euros. Ouais, très bien, donc comment ça se passe après? Tu as eu donc des entretiens avec eux, donc tu as postulé sur l'offre directement sur leur site? Ouais. Ou alors J'ai postulé en mars, ensuite j'avais pas trop de réponses, donc j'ai envoyé des DM aux mecs que je connaissais qui étaient chez Sotheby's en disant vas-y on enclenche. Ouais, et au total
le processus de RH a duré 4 mois. J'ai eu D'accord. 12 interviews. Je me rappelle de ton tweet sur Twitter où tu disais aujourd'hui j'ai appelé un truc. C'est ça. Donc, entre le moment où j'ai fait ce tweet et le moment où j'ai la confirmation, il y a eu quelques mois quand même, tu vois. Et 12 interviews, c'est quand même dans des grosses boîtes, pas la norme, mais là, comme on est sur des sujets qui sont nouveaux, etc., je comprends qu'il y ait besoin de faire plusieurs étapes, mais la plupart, c'est des rendez-vous qui étaient assez informels malgré tout. Et voilà, c'est un processus qui s'est quand même étalé dans le temps, ça c'est certain. Voilà, sur lequel j'ai appelé puisqu'on m'a recommandé pour ce job à plusieurs occasions, et ce tweet notamment que j'avais fait quand j'avais annoncé. Donc, j'avais eu beaucoup de réactions très positives et beaucoup de gens qui m'ont recommandé par la suite aux gens, qui ça m'avait énormément aidé, ça justement. Ok. Est-ce que je me demande aussi, parce que tu me disais tout à l'heure que tu es un peu le seul à faire ça dans l'entreprise, donc est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont quand même focus sur ce secteur-là? Parce que je me dis, quand tu applies dans une entreprise où en fait le poste n'est pas encore ouvert, comment ça se passe? Parce que quand tu as un mec à qui tu fais l'entretien, il faut quand même qu'il connaisse un minimum le sujet pour voir si ça fit. Parce que toi, on sait maintenant que dans ce milieu-là, tu as quand même un très bon niveau de connaissance. Comment un peu véhiculer ce truc-là avec quelqu'un qui connaît peut-être moins de choses que toi au final? Alors, quand je dis que je suis à faire ça, c'était en Europe. C'est-à-dire que Sotheby's est une entreprise mondiale et ils ont des antennes à Hong Kong et à New York notamment. Et en fait, à Sotheby's, au total, on est une bonne vingtaine à travailler sur le sujet des NFT. Et la personne qui s'occupait des interviews, notamment, qui s'appelle Michael Boagna, qui est le responsable du département art digital chez Sotheby's, lui connaît bien le sujet aussi depuis quelques années. Tu vois, il a commencé à s'intéresser quand ça a commencé à faire parler de lui. Il n'a peut-être pas autant d'années de recul que moi j'en ai sur son sujet, mais il connaît quand même bien son sujet aujourd'hui. Et c'est clairement, ils avaient des questions qui étaient très pertinentes sur le processus de recrutement. Mais du coup, oui, il y a une équipe qui est dédiée à ça et on a fait. Sotheby's et les hôtels de vente en général ont fait beaucoup de choses dans le monde des NFT et ils ont clairement des équipes qui sont dédiées à ça à plein temps. Est-ce que tu peux peut-être juste expliquer, donc tu as un peu expliqué ce que tu faisais, mais peut-être rentrer plus en détail. Je ne sais pas si tu peux donner un peu des détails sur les opérations que tu as faites ou ce que tu fais, parce que ça fait un mois maintenant que tu travailles. Ouais. Donc c'est assez court, mais il y a des trucs. Donc il y avait la vente MaxStealth, par exemple, pour cette vente-là, la première chose que j'ai fait, c'était d'aller regarder les estimations et ce qu'on appelle le prix de réserve d'une œuvre d'art. C'est-à-dire que dans les hôtels de vente, tu as deux choses. Tu as l'estimation, on dit que telle œuvre va se vendre potentiellement entre 100 et 200 000 $, mais en réalité, la personne qui... tu sais comment ça se base? C'est des modèles? C'est assez... Un benchmark par rapport au marché? Comment ça se... C'est moins quantitatif que tu l'imagines en réalité. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil pour nous parfois, pour la presse, pour avoir des bons retours, parfois pour convaincre aussi les gens qui travaillent avec nous de travailler avec nous. C'est-à-dire que nous, on va leur dire on pense que ça vaut ça exactement, donc ça leur laisse des perspectives de vente qui sont intéressantes. Mais à aucun cas, on se dit on est les grands décideurs de combien vaut une œuvre d'art et quand on fait une estimation, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, qui ne sont pas juste fondamentalement combien est-ce qu'on pense que vaut l'œuvre. Tu vois. Donc là, en l'occurrence, quand j'ai fait les estimations, on m'avait dit t'inquiète pas trop les estimations, ce qui est important c'est la réserve. C'est la réserve. La réserve, en fait, les hôtels de vente, ils cherchent bien les records, ça les arrange, ça fait une bonne presse. Mais en réalité, un hôtel de vente, pour considérer qu'une vente est successful, c'est qu'ils vendent au moins 95% des lots qui sont présentés. Et pour que le lot se vende, il faut que le lot dépasse le prix de réserve de l'acheteur. Et souvent, le prix de réserve, ça c'est un peu, c'est pas une règle, mais souvent en général, c'est à peu près 70% de l'estimation basse. C'est-à-dire que si on dit quelque chose vaut 100 000 $, le prix de réserve du mec va sûrement être autour de 80 000. Si ça ne dépasse pas les 80 000 en hôtel de vente, ça ne se vend pas. Si ça dépasse 82 000, même si c'est en dessous de l'estimation, ça se vend. Ça se vend, ok. Et est-ce que tu crois justement, parce que toi, du coup, tu étais lié à cette estimation du prix de l'œuvre, est-ce que tu ne crois pas que justement cette estimation, elle va vraiment influencer énormément le prix final de vente? Parce qu'en fait, si tu fais une estimation qui est peut-être un petit peu biaisée sur ce que tu connais, si tu fixes un prix qui est un petit peu bas, est-ce que les investisseurs vont se dire je vais peut-être pas aller aussi haut parce qu'en fait le prix d'estimation est en fait pas à la hauteur de ce que je voulais? Absolument. Je pense que ça influence quand même pas mal le niveau, même le niveau de départ. En NFT, c'est pas avéré. D'accord. Par contre, en art traditionnel, oui, en effet, quand tu as des estimations qui sont plutôt basses, ça laisse penser aux gens qui vont avoir potentiellement une bonne affaire à réaliser là-dessus. Ça, c'est certain. Aujourd'hui, l'estimation, je pense que fondamentalement, les hôtels de vente, c'est la rencontre de l'offre et de la demande pure et dure, et que nous, on amène une petite indication, mais que je pense pas que ça a un impact fondamental sur ce que les gens mettent dessus. Parce que les gens qui achètent ce genre d'œuvres en hôtel de vente, c'est quand même des œuvres qui dépassent très largement les 100 000 $, tu vois. Et donc, c'est des gens qui sont quand même des acheteurs avérés et qui ne basent pas leur acte d'achat
purement et simplement sur l'estimation qu'on va faire, quoi. Clairement, c'est des gens qui savent combien ils vont mettre déjà de base et parfois qui ne regardent même pas l'estimation de base et qui eux se mettent leur propre limite, tu vois. Ok, cool. Est-ce que tu peux juste peut-être expliquer en juste 2-3 mots comment ces maisons se rémunèrent? Ouais, alors les maisons, en art traditionnel, encore une fois, il y a l'activité traditionnelle, l'activité NFT qui est un peu différente. Ouais. Les maisons de vente, elles prennent des frais sur l'acheteur et le vendeur. Sur l'acheteur et le vendeur. C'est-à-dire que les frais acheteurs souvent sont dans les alentours des 25% concrètement. C'est ce qu'on appelle le buyer premium. Et en gros, le prix, c'est ce qu'on appelle le prix au marteau. C'est-à-dire que quand quelque chose est adjugé 100 000 $, et en réalité, ça va coûter à l'acheteur 125 000 $. D'accord. 25% en plus. Donc il y a un prix avec le buyer premium qu'on appelle ça, qui est différent du prix du marteau. Okay. Et ensuite, les frais vendeurs sont vraiment très variables. Ça dépend si c'est un objet qui est compliqué à avoir, si c'est quelque chose. Enfin, voilà. Ça, c'est très ouvert à la négociation. Ouais. En NFT, traditionnellement, généralement, il n'y a pas de frais acheteurs. Sur les marketplaces, quand tu payes un truc qui est listé à 1 Ether, bah, tu payes 1 Ether. Tu payes pas un Ether 2, etc. Et souvent, les frais vendeurs sont dans l'ordre de, je crois, les frais de plateforme, ça dépend, ça peut aller de 2,5% sur OpenSea jusqu'à 7,5% sur SuperRare. Enfin voilà, c'est variable. Factuellement, la proposition en termes de frais de vente ne sont pas très compétitifs par rapport au marketplace. Mais parce que on offre quelque chose en plus aussi, qui est une forme de légitimation aussi des artistes par rapport au côté institutionnel que tu mentionnais, et aussi tout le travail marketing, d'exposition qu'on réalise. Il y a peu de marketplaces aujourd'hui qui font un drop, qui le couplent avec une exposition. Donc, à chaque fois qu'on fait des ventes, il y a une exposition qui vont avec, il y a des trucs de presse, il y a des contenus de vidéos, etc. On fait un effort vraiment de communication qui est palpable et qui justifie aussi ses frais. Ok, super. Peut-être donc petit retour sur le monde institutionnel. En fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est comparer justement ce monde institutionnel des NFT avec le monde des NFT en général. Donc, pour la plupart des gens, acheter un NFT, c'est aller sur OpenSea, fund son wallet, acheter le NFT et hop, on l'a dans son wallet, c'est super. Ouais. Y a des gens qui arrivent à en vivre, dans le sens où il y a des gens qui se mettent en conseil. Toi, t'en as fait un petit peu ou t'en fais encore? Ouais, encore. Donc il y a ce moi j'ai un peu envie de dire, il y a ce milieu des NFT qui est assez libre en général, où il y a des gens qui arrivent à se rémunérer, et il y a aussi ce côté très institutionnel dont tu fais partie aussi, comme par exemple dans cette maison d'enchères. Est-ce qu'on pourrait un peu, déjà, est-ce que tu as une vision globale du marché avec, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se rémunèrent dans le monde des NFT? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui en vivent en général? Et parmi cette population qui en vit justement, quelle est un peu la proportion entre les deux? Déjà, en gros, il y a les builders et les bailleurs, quoi. Et ça, si tu es très bon pour faire du flip ou que tu es un bon bailleur, tu peux en vivre en étant juste bailleur. Ouais. Et les gens qui essaient de créer des choses, ils ont des problématiques qui sont un peu différentes, qui sont de l'ordre de l'entrepreneuriat, etc. Qui fait que peut-être pendant des années, ils vont pas se payer et à un moment, ils vont réussir à rentrer dans leurs frais et pouvoir potentiellement se rémunérer. Ça, c'est pareil pour toutes les industries, remarque. C'est pas spécifique au monde de la crypto. Quand on parle de ça aussi, on le dit, mais on exclut aussi les artistes qui en vivent, bien sûr. Mais c'est plus genre, en fait, je me dis, pour quelqu'un qui regarde cette vidéo, quelqu'un qui aurait une formation. Les NFT, ça le passionne, il fait pas d'art, il veut pas forcément minter ses NFT, son art. S'il veut bosser dans ce milieu, quels sont les choix qui se proposent à lui en fait? Ouais, ça dépend de tes domaines de compétences. C'est-à-dire qu'imagine si tu prends quelqu'un qui a un profil, on va dire, école de commerce concrètement, tu vois, qui sait faire, ce que j'ai fait, voilà, avec des backgrounds un peu marketing, communication. Il y a de l'emploi, je pense, aujourd'hui dans des structures. Il y a beaucoup de structures qui sont quand même très établies. On en parlait tout à l'heure, mais Rect et Blackpool, etc. Enfin, des boîtes qui clairement ont beaucoup d'employés, Sandbox aussi. Voilà, tu as des boîtes françaises qui aujourd'hui ont de l'emploi. C'est sûr que c'est un peu compliqué. La plupart des jobs que vous allez avoir en premier lieu vont être des trucs de freelance, vont être parfois dans des DAO où là c'est pas très clair. Est-ce que c'est de l'emploi déguisé, machin, etc. Donc c'est compliqué de s'impliquer dans le monde des NFT, même tu vois, les organisations d'événements, des choses comme ça, il y a beaucoup de gens qui y travaillent, qui sont pas payés. Donc en fait, c'est un peu comme dans le monde de l'art traditionnel. C'est un milieu où je pense que beaucoup de gens veulent travailler, mais du coup tu as une grosse compétition à l'emploi et tu as beaucoup de gens parfois qui travaillent là-dedans, qui sont pas des gens qui ont nécessairement besoin de gagner leur vie. C'est-à-dire que dans le monde de l'art, souvent tu as des gens qui viennent de milieux très privilégiés. Et qui du coup on travaille dans le monde de l'art parce que ça, tu te fais bien voir, on travaille dans le monde de l'art. Et il y a des gens qui font les beaux-arts juste pour grosso merdo se marier avec quelqu'un plus tard qui a l'argent et être tranquille, tu vois. Donc il y a ces sujets-là. Je pense qu'en crypto c'est un peu la même chose, c'est des gens qui ont pas mal de capital crypto mais qui vont quand même travailler dans des c'est un peu mon cas aussi, tu vois, c'est-à-dire que fondamentalement avec ce que j'ai acheté je pourrais ne pas travailler, tu vois. Mais je me dis bon, c'est quand même plus sérieux de travailler, donc ça passera mieux. Ma mère me dit quand même content comme ça, j'ai enfin un vrai travail, tu vois. Et ce terme-là, c'est surtout quelque chose qui te passionne. Absolument. Ça, en fait. Et ça me permet de me développer après derrière, etc. Tu vois. Mais
Clairement, il est côté un peu un vrai travail dans la crypto et un travail dans la crypto, quoi. Et le travail dans la crypto, il y a multiples formes. Ça peut être du freelance, ça peut être du copywriting, des trucs de marketing, de communication, etc. Et le vrai travail qui est j'ai un CDI en bonne et due forme, etc. Et ça, je pense qu'il y en a peu, honnêtement. C'est souvent des équipes exécutives de projets existants, mais je pense que sur chacun projet, on peut peut-être se dire une dizaine de personnes max. Mais voilà, il y a plein de manières de rentrer dans le marché du travail de la crypto, je pense. Mais l'idéal, c'est quand même d'avoir quelque chose qui a un domaine de compétences qui est difficilement reproductible. Parce qu'au final, des gens qui font du marketing, des gens qui font de la vente, des gens qui font de la communication, il y en a beaucoup. Ouais. Des gens qui connaissent les outils peut-être qui sont spécifiques à la communication marketing Web3, comme Twitter, Discord, l'utilisation de Notion, l'utilisation de tous les bots, etc. Ça, c'est un truc, si tu travailles dans le Web2, t'as pas forcément affaire à ça. Même Twitter, c'est pas un outil de communication qui est très utilisé dans le Web2. Donc voilà, c'est des compétences spécifiques qui, ça, peuvent t'aider clairement à être cherché, recruté pour un emploi là-dedans. Je rappelle aussi pour la communauté que Brian est très actif sur les réseaux sociaux. Donc c'est le petit instant pub, vous pouvez aller le suivre. Absolument. Tout s'affichera à l'écran. Peut-être, je pense qu'on a fait un bon petit tour de, je sais pas, on en avait parlé un petit peu avant le podcast. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs qu'on voulait aborder ou pour toi c'était, je pense qu'on a fait à peu près le tour aussi. Ouais, écoute, il y avait peut-être. Moi, je vais dire l'expérience que j'ai eue en travaillant à la fin de mes études pendant 6 mois dans des DAO, des choses comme ça, etc. C'est qu'au début, tu as pas mal d'opportunités où c'est genre, on travaille avec des potes et tu verras comment tu fais payer. En fait, il y a plein de complications qui arrivent en token, machin. Finalement, quand tu as besoin de payer ton loyer à la fin du mois, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc l'idéal, c'est sûr qu'il ne faut pas se dévaloriser son travail en général. Et quand tu te dévalorises ton travail à toi, il faut se rendre compte que tu dévalorises aussi le travail des gens qui essaient de faire la même chose que toi. Et c'est la même chose pour le travail de commissaire d'exposition. Moi, j'ai fait pas mal de commissaires d'exposition pour des grosses conférences Web3 où ils vendent des tickets au bas mot à $300 et jusqu'à $1,300 et qui, quand il s'agit de te payer toi, bégayent. Et même te filer du budget prod, n'en parle même pas, tu vois. Donc vraiment, moi, j'ai arrêté de travailler gratuitement, même si parfois je me disais c'est une belle opportunité pour les artistes que je représente, etc. Mais en fait, au final, je fais ça et si moi je refuse, ils vont juste aller voir le mec qui est prêt à accepter de ne pas se faire payer, tu vois. Et en fait, tu as une dévalorisation comme ça mécanique et il faut vraiment, même si c'est peut-être un peu compliqué au début, essayer de refuser de travailler gratuitement à coûte que coûte, parce que sinon, à long terme, de toute façon, ça ne va être que détriment. Ça changera jamais si les gens continuent de se faire payer, de pas se faire payer en fait. Absolument. C'est peut-être aussi l'ironie de le milieu est tellement difficile à intégrer qu'en fait, quand une belle opportunité se présente à toi, elle n'est pas forcément rémunérée, malheureusement. Peut-être que, est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui est amené à changer dans le futur avec le développement justement de ce milieu? Je pense et j'espère que c'est quand même très loin de ce qu'on imagine du Web3 où on se dit c'est différent du Web2 et finalement on reproduit un peu les mêmes systèmes. Avoir des entreprises qui tournent avec des stagiaires, des machins comme ça, tu te dis quand même. Donc je pense que ça va être amené à changer, j'espère. À force que ces projets, on va dire, se structurent un peu plus et que tu as une application du droit du travail aussi là-dedans, parce qu'aujourd'hui ça sort un peu de ces sphères. Il y a beaucoup de régulation autour de ça aussi. Il y a peu de régulation et même, tu vois, quel est le statut d'une DAO? Est-ce que c'est vraiment un employeur? Pas vraiment. Est-ce qu'ils ont un statut social? Pas vraiment. Enfin, parfois c'est le cas, parfois ils sont réglo, tu vois, mais la plupart du temps on est dans un truc qui est gris. Donc c'est un problème. Et je pense que oui, à terme ça va être amené à changer, notamment avec le fait que il y a de plus en plus le marché se resserre et que tous les gens qui étaient là pour espérer faire illusion vont vite abandonner ces trucs-là et il va rester un peu des gens qui sont pertinents là-dedans. Puisqu'aujourd'hui, il y a aussi une grosse concurrence entre les gens qui se prétendent être experts et faire du conseil et qui en fait finalement sont claqués au sol et sont pas du tout capables de d'apporter plus que ma mère de 60 ans sur ces sujets-là, tu vois. Donc au final, t'as aussi ça, c'est que c'est difficile pour les gens qui sont employeurs de savoir qui est quelqu'un qui est un vrai expert, qui est d'une personne qui est un gros poseur, quoi, concrètement. Et ça génère confusion aussi. Et il faut pas hésiter, voilà, moi il y a des trucs comme ça, des boîtes, finalement quand je demande d'être payé, tu t'es pris bien plus au sérieux rapidement. Moi il y a des boîtes archi connues ou des artistes archi connus qui voulaient me parler pendant 1 heure au téléphone et quand je leur dis oui, écoutez très bien, ça mes tarifs, au début ils me disaient non, puis après final je leur dis je travaille à tel truc, c'est un peu sérieux et ils le reconsidéraient, tu vois. On change de discours, ok. Exactement, parce que sinon après ils prennent et tu gagnes rien à la fin, tu vois, et tu donnes de ton temps et c'est compliqué. Et au final, voilà, ça te différencie des autres qui sont là à dire oui, pas de problème, mon calendrier est ouvert, 12 heures par jour, prenez votre truc, tu vois. Souvent, ça sent mauvais, quoi. Donc voilà. Mais je pense que voilà, ça passe par la création de contenu aussi, de se trouver, établir sa légitimité dans le monde de l'art ou dans le monde NFT, c'est tout un sujet.
personne n'est illégitime. Tu vois, c'est tellement nouveau que franchement n'importe qui peut commencer. Mais en même temps, il faut quand même faire des choses qui vont rassurer les gens qui vont vous employer, de penser que vous êtes sérieux et pertinent par rapport à cette mission-là. Et ça passe par l'expérience, je pense. C'est-à-dire que, comme je te disais, moi je demande un wallet quand il y a des mecs qui me disent je veux travailler avec toi et que je demande un wallet, voir leur wallet et quand ils me le donnent pas, que je le trouve avec leur ONS et que je vois qu'ils ont 2 dérivatifs de merde à 30 balles, machin, je me dis bon, le gars il s'est pas trop mouillé, tu vois. Ouais, mais tu vois, le mec s'est pas trop mouillé, tu vois, donc je me dis bon, à quel point il est pertinent là-dessus, tu vois, je pense que avoir des skins in the game, ça va justifier aussi le fait que tu es pertinent là-dedans. Ok, super. Donc en fait, je pense que c'était une bonne, peut-être un bon mot pour finir tout ça. Donc peut-être pour reprendre les points clés, je pense avant de quitter ce podcast, parce qu'en vrai on va en tourner d'autres, on est importe. D'ailleurs, on remercie la galerie IAM qui nous prête les locaux aujourd'hui. Brian va nous montrer un petit peu, mais c'est super. J'avais jamais vu de galerie NFT encore pour l'instant. Donc pour reprendre un petit peu les grands points, c'est pour vous qui voulez peut-être travailler dans le milieu des NFT et être payé en fait. Donc construire une légitimité au travers de ce que vous faites dans ce milieu-là. Donc ça passe par votre wallet, ça passe par votre expérience, votre expertise et comment vous voyez justement ce milieu-là. Ouais. Et aussi bien sûr, donc comme tu as dit, ne pas travailler gratuitement. C'est ultra important aussi pour construire la légitimité dans ce secteur. Ouais, pour être pris au sérieux et pour valoriser votre travail, parce que si même vous ne valorisez pas votre travail, on ne va pas le valoriser à votre place, tout simplement. Donc voilà, c'est important. Mais très bien résumé, et puis ouais, je pense qu'on peut s'arrêter là. Super, merci Brian. Je t'en prie. N'hésitez pas à bien sûr liker, vous abonner, commenter, et on se retrouve dans un prochain épisode de Non-Punish Bet. Ciao. Bye bye.